La nuit de Halloween. Si vous demandez à un policier quel jour de l'année il redoute le plus de travailler, un ou deux pourraient les répondre Noël ou le dimanche du Super Bowl, et je comprends. Mais 9 sur 10 vous donneront le même regard fatigué avant de prononcer un seul mot. Halloween. Halloween peut simplement être une fête joyeuse et effrayante pour certains, mais pour les autorités, ce n'est pas une blague. La jolie ville de Nouvelle-Angleterre, Irvine, connaît une augmentation d'environ 6 ou 7 fois du nombre d'appels d'urgence rien que la nuit d'Halloween. Cela fait vraiment ressortir le pire chez les gens. Je veux dire, il y a des choses que nous anticipons chaque année. Des maisons peu généreuses subissent une pluie d'œufs, des arbres couverts de papier toilette, des propriétaires se plaignant d'intrus juvéniles. Ceux appels sont gérables, mais ils encombrent les lignes, dirigeant les agents vers des infractions mineures lorsque des crimes graves ou des incidents dangereux surviennent. Mais parmi toutes les farces d'Halloween auxquelles j'ai dû répondre au fil des ans, tout cela pâlit en comparaison de ceux que j'ai trouvés dans la maison au bout de Jefferson Street. C'était une nuit d'Halloween, je ne pense pas l'oublier un jour. Je venais de répondre à un appel concernant un groupe d'adolescents qui apparemment faisait du porte-à-porte de manière assez agressive sans déguisement. C'est exactement pourquoi je déteste Halloween. Je sais que ce qu'ils faisaient n'était pas strictement illégal. Mais je ne peux pas laisser un groupe de jeunes perturbateurs semer des troubles une nuit comme celle-ci, surtout avec des centaines d'enfants excités parcourant les rues. Je leur ai fait la morale, ils ont roulé des yeux, mais je ne suis pas entré dans la police pour discuter de sémantique avec un groupe de gamins drogués. Ils sont partis en marmonnant des choses que j'ai choisi d'ignorer. Je suis retourné à ma patrouille, et la radio a presque immédiatement pris vie. Mon répartiteur a dit quelque chose à propos de cette maison délabrée sur Jefferson Street. J'ai allumé la voiture et écouté pendant qu'elle décrivait un membre du public qui avait appelé pour signaler que les décorations d'Halloween de la maison étaient trop effrayantes. Elle a ensuite ajouté que c'était le 2e appel de la journée et que je devrais aller voir si j'avais un moment libre. Elle avait toujours le sens de l'humour, elle savait bien que j'étais indulgent. Nous avons ri un peu à ce sujet. Comme je l'ai dit, nous recevons des appels vraiment ridicules à Halloween. Ce ne sont pas seulement des enfants stupides, ce sont des vieux grincheux qui honnêtement en veulent aux gens de s'amuser. Cette charmante dame chrétienne nous appelle chaque année à cause des enfants qui demandent des bonbons, elle appelle la police pour de vrais enfants, de toute façon. Je fais mes devoirs en répondant aux appels et en surveillant généralement les problèmes. Quelques heures passent, le soleil se couche, les enfants plus jeunes guidés par leurs parents disparaissent dans leur maison jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques groupes plus âgés se dirigeant vers des fêtes et tout cela. Ensuite, le répartiteur me contacte à propos de cette maison sur Jefferson. Elle dit avoir reçu 3 appels supplémentaires concernant les décorations qui effraient les enfants et même certains parents, et elle a besoin que j'y aille pour vérifier. Génial, discuter avec quelques reclus obsédés par les films d'horreur qui sont probablement sur le point de me convertir en citoyen souverain, juste ceux dont j'ai besoin pour me sentir comme un gardien des innocents. Parfois, je me sens comme le beau-père grognon du monde. Je prends donc la route vers cette partie de la ville un peu plus délabrée. En arrivant à Jefferson, je vois immédiatement la maison. Impossible de la manquer. L'ancien endroit de style colonial était couvert de décorations d'Halloween, des découpes en carton de vampires et de zombies, une tonne de fausses toiles d'araignée sur tout le porche. Je pense avoir compté environ 20 citrouilles sculptées, éparpillées sur toute la pelouse, avec des motifs assez complexes. Une décoration pendait d'un grand chêne, juste à côté de la maison, et c'était la décoration d'Halloween la plus troublante que j'ai jamais vue. Ce n'était pas parce qu'elle semblait réelle, les membres de la figure étaient trop rigides, les cheveux trop artificiels, mais la localisation de cette décoration m'a vraiment mis mal à l'aise. En regardant depuis la patrouille, la figure pendait d'une corde attachée à une des branches longues et épaisses, se balançant doucement avec la brise d'automne. « Écoutez, je suis policier, j'ai vu des choses, je ne suis pas facilement effrayé. Je suis très logique, très sensé, mais cette chose m'a fait frissonner. Je suis sorti de la voiture, gardant les yeux fixés sur la décoration pendante, tout en marchant vers elle, le son des feuilles craquant sous mes pieds à chaque pas. Cherchant ma lampe de poche à ma ceinture, j'ai dirigé le faisceau de la lampe vers l'arbre. Je pouvais voir pourquoi les gens avaient appelé. La texture de la peau de cette chose était très réaliste, avec des taches et une couleur pourpre, presque comme un vrai cadavre. Je n'ai fait que quelques pas de plus avant de me sentir extrêmement idiot pour mes pensées précédentes. L'odeur écœurante et sucrée de la mort flottait dans l'air.
Ce n'était pas juste une décoration audacieuse, non, ce n'était pas le cas. C'était un vrai cadavre qui avait pendu là toute la journée. Des centaines d'enfants avaient dû passer devant, seuls quelques-uns avaient vraiment reconnu que la chose pendue à l'arbre était un véritable cadavre. Je me suis senti mal en courant vers ma patrouille et en appelant par radio pour que le médecin légiste se rende sur Jefferson Street le plus rapidement possible. Mon opératrice était absolument horrifiée en apprenant que d'autres personnes avaient regardé un cadavre toute la journée, sans se rendre compte que le pendu était un enseignant à la retraite, piégé dans une opération de surveillance. Selon les officiers enquêteurs, cet homme avait été piégé pour révéler des personnes d'intérêt douteux se faisant passer pour une jeune fille mineure. Lorsqu'ils ont menacé de rendre publiques certaines des choses les plus méprisables qu'il avait dites en ligne, il a choisi la sortie la plus facile, fabriquant une corde et passant à l'acte sans penser à qui pourrait passer devant son corps. Les gens me taquinent de ne pas aimer Halloween comme une fête, pour lever les yeux au ciel quand ils parlent de se saouler ou de quel costume ils ont choisi. Si seulement ils savaient ce qui se passait autour d'eux cette nuit-là, des choses parfois cachées à la vue de tous, je ne pense pas qu'ils se précipiteraient pour le découvrir. L'inondation de la Nouvelle-Orléans. J'ai été opératrice d'urgence pendant 9 ans avant l'arrivée de Katrina. L'été avant ma 3e année de lycée, j'ai décidé de m'impliquer dans les forces de l'ordre après avoir fait quelques voyages avec le département de police. Je m'attendais presque à ce qu'ils soient remplis de poursuites en voiture, de sirènes hurlantes, de captures de criminels. Mais quand j'ai vu ce qu'ils faisaient vraiment pendant leur patrouille, cela a complètement changé mon opinion sur la police en général. Il ne s'agissait pas d'être cool avec un badge et une arme, il s'agissait davantage de surveillance communautaire. Ils connaissaient les gens par leur nom, aidaient les vieilles dames avec leurs courses et gardèrent les filles locales hors de trouble. Ils faisaient une différence. Ce n'étaient pas juste 2 types en quête de pouvoir tirant sur les gens sans raison. Ainsi, j'ai commencé à gérer la radio à temps partiel les week-ends et pendant l'été quand j'étais hors de l'école, et finalement j'ai déménagé à un poste à temps plein après le lycée quand un poste s'est ouvert. Ce n'est pas exactement illégal pour quelqu'un de moins de 18 ans de travailler dans un centre de répartition, mais en réalité, je n'étais pas autorisé à répondre aux appels du 911 sans un opérateur certifié par le code AP sur la console avec moi, jusqu'à ce que je sois complètement employé et entièrement qualifié. Pour que tout le monde le sache, PCO signifie Association des agents de communication de la sécurité publique et c'est standard dans tout le pays. Cependant, il était très illégal pour moi d'exploiter l'ordinateur du Centre national d'information sur la criminalité du NCIC sans être certifié pour le faire, et il n'y avait absolument aucune chance que cela se produise avant que j'aie 18 ans. Donc, j'ai dirigé la console de répartition médicale et des pompiers pour tout le comté de Mobile lorsque je travaillais à temps partiel et j'ai obtenu mes certifications lorsque j'ai obtenu mon diplôme. J'ai également été pompier volontaire EMR pendant ce temps, ce qui n'est pas non plus illégal et est assez courant dans les zones rurales de l'Alabama. Mais je suppose que c'est une autre histoire. J'étais opératrice à Mobile, Alabama, le même jour que l'ouragan Katrina a frappé la côte du Golfe et nous avons commencé à recevoir énormément d'appels de la Nouvelle-Orléans et de la côte du Golfe du Mississippi pour une raison quelconque. Je suppose qu'ils ont commencé à passer par nous après que tous les centres du 911 à l'ouest ont commencé à tomber en panne. De toute façon, j'ai reçu un appel d'une femme qui a dit qu'elle était piégée dans sa maison sur Gordon Street, entre Florida et LaSalle. Au début, j'étais confuse parce que nous avons une rue Florida ici à Mobile. Et après avoir vérifié et revérifié et ne pas avoir trouvé son adresse, je lui ai demandé de quelle ville elle appelait. De la Nouvelle-Orléans, est venue la réponse. Mon cœur s'est effondré. L'eau avait complètement inondé le rez-de-chaussée de sa maison et monté peu à peu. J'ai demandé si elle pouvait trouver un moyen de sortir de la maison, s'il y avait des fenêtres accessibles au 2e étage qu'elle pourrait utiliser. Elle a dit non, qu'elle vivait dans une petite maison de plein pied qui avait un grenier, et c'était tout. J'ai essayé de la diriger vers le 911 de la Nouvelle-Orléans et le service d'incendie de la Nouvelle-Orléans, mais je n'ai pas pu passer. Les centres de répartition à travers le pays connaissaient le même volume ridicule d'appels des régions de NOLA et de la côte du Golfe. Quand j'ai finalement réussi à contacter et atteindre un service quelque part, les lignes étaient mortes, abattues par la pure férocité de l'ouragan. J'ai essayé de la calmer en lui parlant de ses amis et de sa famille, de la vie qu'elle avait avant l'arrivée de la tempête.
Elle semblait être une femme populaire. Ses préoccupations concernaient principalement des parents âgés qui étaient encore moins capables de se protéger qu'elle. Je n'oublierai jamais l'altruisme qu'elle a montré, même lorsqu'elle-même était dans une situation aussi désespérée. Quand elle a dit que l'eau lui arrivait à la taille, je lui ai dit de monter dans son grenier avec de la nourriture et de l'eau pour tenir le coup. Elle a plaisanté sur le fait de vider le réfrigérateur et de tout emmener au grenier, aussi bien finir les restes du frigo d'hier soir. Il devrait être remplacé. C'était une femme si forte. C'est surprenant comment l'esprit humain peut s'épanouir même dans les pires situations, quelque chose que j'ai trouvé encore et encore en travaillant avec ces téléphones. Après un moment, j'ai entendu sa voix commencer à paniquer, sa respiration devenir courte, et elle a commencé à me dire que l'eau de l'inondation commençait à s'infiltrer dans le grenier à travers les planches du sol. Elle n'avait pas prévu que l'eau monterait autant. J'étais stupéfaite. Je n'avais pas non plus prévu que ce serait une révélation si désagréable. Ensuite, j'ai commencé à paniquer. À part le toit, la femme n'avait nulle part où s'échapper si l'eau continuait à monter. Je lui ai demandé s'il y avait une fenêtre de grenier par laquelle elle pourrait sortir. Elle a dit non. À ce moment-là, je commençais à m'inquiéter beaucoup. Elle était effectivement piégée dans un espace confiné avec des eaux de crue montant rapidement et désespérément. Je lui ai dit de trouver quelque chose de lourd, quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour briser les tuiles du toit. C'était écrasé à travers une unité de ventilation pour qu'elle puisse s'échapper sur le toit. Pendant quelques minutes douloureuses, je l'ai entendu grogner et jurer en utilisant un objet inconnu pour essayer de sortir. J'ai écouté pendant que les coups devenaient plus faibles et moins fréquents. Elle est bientôt revenue au téléphone avec de terribles nouvelles. Elle ne pouvait pas le faire. Elle ne pouvait pas non plus passer par la ventilation. Qu'est-ce que je vais faire ? Elle était en panique, criant maintenant sur la quantité d'eau qui s'infiltrait dans le grenier, comment elle était jusqu'à ses chevilles et montait rapidement. J'ai honnêtement senti mon cœur se briser dans ma poitrine quand j'ai entendu sa voix se briser, des larmes se formant dans ses yeux. Elle pleurait et perdait espoir. Je lui ai dit que je resterais en ligne avec elle aussi longtemps qu'elle le voudrait. Donc, je suis resté en ligne, écoutant pendant qu'elle pleurait, priait, jurait et priait encore un peu plus. Plus tard, j'ai pu l'entendre lutter pour garder la tête et le téléphone hors de l'eau, puis le téléphone a coupé. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas si elle a vécu ou est morte. J'ai quitté le centre de répartition environ 3 mois après Katrina. Je me suis inscrite à des séances de conseil dans le bureau d'une thérapeute au centre de Mobile, dans l'espoir qu'elle pourrait m'aider à rationaliser et compartimenter certains des appels horribles que j'avais dû gérer. Mais j'ai été surprise d'entendre la thérapeute penser que je devais arrêter de fumer. Elle se spécialisait dans les policiers et les répartiteurs, les types de personnes qui se frottent le nez avec le pire du pire au quotidien. Elle a continué en expliquant que les gens n'ont qu'une capacité limitée pour le traumatisme. Oh, j'avais peut-être atteint ma limite, mais je ne regrette rien. Si je devais brûler les dernières ressources de mon esprit pour rester en ligne avec cette pauvre femme malchanceuse de la Nouvelle-Orléans, cela en valait la peine. Je le referais en un clin d'œil. Le mari disparu. Le plus terrifiant qui me soit arrivé en tant qu'officier de police ici au Royaume-Uni n'a pas été une horrible attaque terroriste ou une scène de crime trop sanglante. Les incidents dont on se souvient sont ceux qui impliquent ce que j'aime appeler le drame humain, quand on a une idée de la terrifiante psychologie d'une personne et des choses qu'elle peut faire face. Je suis arrivé à ma destination à 6h du matin. J'avais fini de travailler vers 11h la nuit précédente et j'ai terminé d'agresser un vieil homme sur le chemin du retour à la maison. Mon trajet pour aller travailler prend environ 1 heure, donc, au lieu d'arriver à la maison à une heure raisonnable, j'arrive après minuit, je prends un repas rapide avec ma femme et je me couche vers 1h du matin, ce qui me laisse entre 3 et 4 heures de sommeil avant de retourner au travail. C'est l'une des pires choses de mon travail. On s'attend à ce que nous fassions de notre mieux chaque jour. Je peux dire que cela peut être totalement et absolument épuisant, mais exprimer ses nerfs met les émotions à vif et rend généralement le travail un peu plus difficile. 15 minutes après le début de mon poste du matin, je suis en poste à la station et un homme entre pour nous dire qu'il pense que sa femme a disparu. Il semblait très réticent à nous donner les détails et, à un moment donné, j'ai dû lui arracher des informations. Essentiellement, ils avaient eu une dispute domestique, elle s'était énervée et n'était pas rentrée à la maison cette nuit-là. Je l'ai vérifié dans le système et en fait, elle avait déjà été arrêtée pour 1 ou 2 incidents de violence domestique.
Les disputes domestiques comme celle-ci sont rarement en noir et blanc, mais celle-ci était de toutes sortes de complications. À ce moment-là, je suis très fatigué et définitivement pas de bonne humeur. J'ai lu les notes que j'avais écrites, confirmé quelques détails, puis envoyé l'homme à la maison pour attendre sa femme. J'ai appelé les hôpitaux locaux et vérifié nos propres bases de données policières pour m'assurer qu'elle n'avait pas été arrêtée. J'ai distribué les détails à toutes les unités de la région. Puis j'ai rédigé un rapport numérique sur l'incident. Après cela, j'ai fait tout ce que j'étais obligé de faire et techniquement, il n'y avait rien d'autre que je pouvais faire à part attendre que mon supérieur me dirige. Je suis allé prendre une tasse de café. Tout ce que je voulais faire, c'était dormir. Mais quelque chose me dérangeait, quelque chose à propos du mari. Bien qu'il n'y ait aucune indication qu'il ait commis un crime, je soupçonnais profondément de lui. Chaque fois que quelqu'un semble cacher des informations, il y a toujours une raison, et plus tôt nous arrivons au fond de cela, mieux c'est. J'ai parlé à l'officier le plus haut gradé disponible et lui ai demandé si je pouvais aller chez ce type, jeter un œil et peut-être reparler au mari. Le type supérieur, ce sergent-chef grisonnant, n'était pas ravi de la suggestion parce que cela signifiait qu'il devrait couvrir le bureau en raison du manque de personnel, mais il a accepté et je suis parti. Je suis arrivé à la maison et j'ai commencé à parler avec le mari. Je lui ai demandé si je pouvais jeter un œil et lui ai expliqué que peut-être il y aurait quelque chose qui pourrait éclairer où elle aurait pu aller. J'ai fait une inspection préliminaire de la maison, trouvant plusieurs boîtes de pilules avec des noms étranges. Une recherche rapide sur Google révèle que cette femme semble prendre un cocktail d'antidépresseurs, de stabilisateurs d'humeur et autres. Je trouve également un kit d'insuline qui me fait croire que si elle est diabétique, sa vie pourrait être en danger sans médication. J'ai demandé au mari à ce sujet, et il mentionne que sa femme a eu quelques problèmes émotionnels. Je l'ai assis en marquant qu'il y avait beaucoup de médicaments ici, et je lui ai ensuite demandé si sa femme avait plus d'un kit d'insuline. Il est devenu pâle à ce moment-là, elle avait laissé tous ses médicaments à la maison. Je lui ai demandé où elle gardait son sac à main, et nous avons fini par fouiller sa table de nuit. Le sac à main manquait, mais j'ai réussi à jeter un coup d'œil à une photo encadrée pour référence future. Je n'avais absolument aucune idée de l'apparence de cette femme, et j'ai demandé à son mari si je pouvais chercher dans la chambre. Il commençait à s'effondrer complètement à ce moment-là, et il m'a dit que je pouvais faire tout ce qui était nécessaire pour retrouver sa femme disparue. Se sentant clairement mal à l'aise à ce moment-là avec un mal de tête dû au manque de sommeil, j'ai cherché n'importe quel signe de vêtements manquants dans le placard ou une cachette secrète de liquidité ou de drogue. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, mais j'ai décidé de chercher sous le lit. J'ai retourné son oreiller et il y avait une note en dessous. C'était une note qui expliquait en termes sans équivoque que la femme disparue de l'homme avait l'intention de mettre fin à ses jours. La note continuait en disant qu'elle ne pouvait plus continuer et qu'elle regrettait d'être un fardeau. J'ai appelé la station de police par radio et les ai mis à jour sur la situation, puis je me suis vu obligé de retourner au salon et de dire au mari de cette femme qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il dormait sur sa note toute la nuit. C'était probablement l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire de ma vie. Finalement, nous l'avons trouvée, bien que cela nous ait pris environ 8 heures de plus pour la localiser. Nous avons pingé son téléphone portable avec une tour cellulaire à proximité, mais cela nous a seulement donné une localité générale. J'ai essayé de presser le mari pour obtenir des informations sur où elle aurait pu aller, mais il a dit plus tard qu'elle n'avait ni amis ni famille dans la région. Le mari appelle le poste de police et explique qu'ils avaient passé un week-end dans une ville côtière voisine peu après leur mariage. J'ai appelé l'hôtel où ils avaient séjourné à cette occasion, mais ils n'avaient personne sous ce nom, et je suis allé en personne leur montrer la photo. La dame à la réception m'a dit qu'un invité correspondant à cette description venait juste de partir pour une promenade sur le quai. Quand je suis sorti sur le quai en question, là elle était. En réalité, elle semblait assez calme. Il n'y avait rien de trop dramatique dans son apparence ou son comportement. En fait, elle a eu le culot de me dire que j'avais l'air horrible, ce à quoi j'ai expliqué en plaisantant que c'était en partie de sa faute. Je lui ai demandé de donner une chance à la vie pour quelques jours de plus, que son mari l'aimait et qu'elle n'était pas un fardeau. Elle a accepté et nous l'avons ramenée à la maison. Quelques jours plus tard, elle est venue au poste avec une boîte de chocolat et une carte de remerciement générique qui n'a en rien révélé ce qu'elle pensait avant que je ne la trouve. C'était profondément surréaliste de recevoir une carte comme celle-là pour avoir empêché quelqu'un de mettre fin à ses jours. La famille envoie une carte similaire chaque année autour de l'anniversaire des événements, un rappel clair de l'efficacité de la bonne police.
Le propriétaire armé. Je suis adjoint du shérif dans une petite ville rurale depuis environ l'an 2000. Je publie sous différentes formes et j'ai mon propre blog, mais nous pouvons être disciplinés pour publier des détails de notre travail sur les réseaux sociaux. Je suis donc sûr que vous comprenez que je laisse de côté quelques détails ici et là. Comme je l'ai dit, nous sommes à la campagne et nous n'avons que 2 ou 3 officiers en service à la fois, donc je suis pratiquement seul la plupart du temps. Les agents fournissent un petit soutien si un appel sérieux arrive ou si je demande de l'aide par radio, mais comme je l'ai dit, les agents ne patrouillent souvent pas aux extrémités opposées du comté et sont généralement à entre 15 et 20 minutes de distance, même s'ils utilisent leur sirène. Donc, je dois tenir compte de cela dans toute situation dans laquelle je me trouve quand les choses deviennent folles. Je pourrais être complètement seul pendant une longue période. 15 minutes peuvent ne pas sembler beaucoup, mais quand vous traitez avec un tweaker violent ou un tireur enragé, 15 minutes deviennent beaucoup de temps. Il y a quelques années, par une froide nuit d'octobre, je patrouillais dans ma voiture et je m'ennuyais un peu autour de 2 heures du matin. La radio sonne demandant un contrôle de bien-être dans une maison à seulement quelques miles de la ville. Une femme avait appelé la centrale pour nous demander de vérifier sur son ex-mari. Elle a dit qu'il avait bu toute la journée et qu'elle était inquiète car il ne répondait pas à ses appels. Elle craignait le pire. J'ai informé la centrale que j'acceptais l'appel, même si cet appel était hors de ma zone assignée. Techniquement, c'était la responsabilité du shérif de la gérer ou au moins d'être sur place quand un officier faisait le contrôle de bien-être, mais comme j'étais à seulement quelques miles de la route et qu'il n'y aurait aucune chance de faire sortir le shérif, jusqu'à ce que les exceptions soient faites le matin, j'ai fait une exception. Cela peut sembler mauvais à dire, je veux dire que la vie de quelqu'un pourrait être en danger, mais en conduisant, je me rends compte que je suis assez excité à l'idée. Pensez au contrôle de bien-être, même s'ils sont des appels assez réguliers, il y a toujours la possibilité de devoir forcer une porte. Je ne dis pas que j'aime endommager la propriété des gens, je sais que je ne serais pas très heureux si quelqu'un défonçait ma porte à coups de pied. Mais honnêtement, je me suis joint au département pour ce genre de choses, du travail policier dur où vous forcez les portes, menottez les méchants et tout ça. Ça fait du bien de faire sauter cette porte et de crier « Bureau du shérif ». Cela ne vieillit jamais. Je sais que ça a l'air égoïste, mais avoir dit ça, les contrôles de bien-être consistent normalement simplement à frapper à la porte d'une personne âgée jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle a oublié de mettre ses appareils auditifs. Ils les ajustent, je fais mon rapport, tout le monde rentre heureux. Mais à une occasion ou deux, vous forcez une porte et l'odeur vous frappe. Et vous savez que quelqu'un doit appeler le médecin légiste. La maison en question se trouve au milieu d'une forêt dense et profonde. Ma voiture de patrouille balance sur le chemin de terre caouteux pendant environ un quart de mile. Je peux voir une seule lumière allumée à la fenêtre de devant, toujours un bon signe. Je sors de ma patrouille et regarde les environs avant de marcher vers la porte principale sous le faisceau de ma lampe de poche. Je pouvais voir pourquoi l'ex-femme de ce type était si inquiète pour lui. Il n'avait pas pris soin de la maison pendant son absence. Il y avait toutes sortes de déchets éparpillés, 2 camionnettes délabrées qui n'avaient apparemment pas fonctionné depuis des années, un vieux canoë qui serait plus utile comme bois de chauffage. Je frappe lentement à la porte quelques coups forts, aucune réponse. Cela ne me surprend pas, personne ne répond au premier coup. Je donne quelques coups forts de plus, du genre qui me font mal aux jointures. Toujours pas de réponse. J'appelle la centrale par radio et leur dis que je n'obtiens pas de réponse à la porte. Ensuite, je leur demande de vérifier notre système pour voir s'ils ont un numéro de contact pour le type. Peut-être qu'ils peuvent l'appeler au téléphone et lui demander de venir à la porte. Il pourrait être dans une grange quelque part, peut-être un sous-sol, ça vaut toujours la peine d'essayer l'appel. La réponse revient beaucoup plus rapidement que je ne l'avais prévu. La centrale me dit qu'ils ont lui-même sur la ligne. Il a appelé notre centre de répartition et leur a dit qu'il avait un agent frappant à sa porte et qu'il avait son vieux Remington 700 pointé directement à l'arrière de ma tête. Ma tête. Il dit que si je pars maintenant, personne ne sera blessé. Je me souviens m'être retourné et avoir regardé dans l'obscurité, n'osant pas allumer ma lampe de poche. Je ne voulais pas que le type pense que c'était la lumière de mon arme. Je n'ai rien vu, juste quelques arbres à la lumière de la lune, mais quelque part caché dans la nuit noire, il y avait un homme sur le point de répandre mes cerveaux partout sur la peinture de sa porte d'entrée délabrée. C'était absolument terrifiant. Au début, j'étais étrangement calme avec toute l'affaire. Je pense que je m'obligeais à ne pas l'être, ne voulant pas donner au type avec le fusil une raison de tirer. J'ai gardé mon calme, du moins jusqu'au dernier pas avant d'atteindre ma patrouille, quand j'ai ressenti cette sensation répugnante que quelqu'un courait derrière moi. J'ai sauté dans mon véhicule
et j'ai accéléré le moteur pour sortir de ce piège mortel avant que le type ait la chance de me tirer quelques balles de départ. Cela aurait été stressant pendant la journée, mais la nuit, je ne pouvais rien voir, littéralement aucune façon de savoir où était ce type ou s'il courait même vers moi. Quelques heures plus tard, il s'est rendu, il a été arrêté pour avoir menacé un officier. Nous remercions tous Dieu que personne n'ait été blessé. Il s'est avéré qu'il bluffait dans le bois avec un téléphone portable. C'est ce qu'il a dit de toute façon. Tout ce que je sais, c'est que lorsque nous avons fouillé la maison, nous avons trouvé un vieux modèle Remington 700 avec une balle dans la chambre. Comme je l'ai dit, la visibilité était horrible, donc il n'y a jamais eu de preuve réelle qu'il me pointait réellement ce fusil cette nuit-là, mais la sensation que j'ai eue juste au moment où j'ai atteint mon véhicule cette nuit-là, je le sais. La sauvegarde de la vie. Je suis officier de police dans le centre de Londres depuis presque 4 ans. 4 ans de violence, de détresse, de mensonges et de désespoir. Des choses qui ont rendu ce temps long et fastidieux, faisant paraître 4 ans comme une éternité. Je me souviens à peine de la personne que j'étais avant de rejoindre la police, un jeune homme heureux dans la vingtaine, qui voulait simplement faire une différence positive dans sa communauté. Maintenant, je considère une victoire si je passe une journée sans devoir laver le sang de quelqu'un d'autre de mon uniforme. Des années et des années à serrer la main d'une victime de coups de couteau, essayant de la garder éveillée jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, à réconforter les victimes d'attaques à l'acide pendant qu'elles se tordent de douleur, à retenir des mères en détresse lorsque leurs enfants patinent et glissent sur des chemins détrempés de pluie et s'enroulent autour d'un poteau de lumière. Mais jamais je n'avais vu quelque chose d'aussi horrible que ce que j'ai vu lors d'un appel de violence domestique la nuit dernière. Ce n'est pas une histoire. J'aimerais que ce soit le cas. C'est simplement ce que j'ai vu dans une petite maison à l'est de Londres par une nuit sombre et glaciale de février. Les appels de violence domestique peuvent être compliqués, pour le dire légèrement. Souvent, le couple met ses différends de côté et s'unit contre la présence intrusive de la police. J'ai découvert que rien n'épuise autant l'esprit humain que de voir une femme meurtrie et maltraitée défendre son mari monstre contre les mêmes personnes qui essaient de sauver sa vie. Mais cet appel était différent, terriblement différent. Nous avions été avertis qu'une jeune fille était soumise à une mutilation génitale féminine. C'était la première fois que j'assistais à un appel de ce genre. Les foyers des familles d'Afrique de l'Ouest tendent à être parmi les plus vibrants, les foyers décorés et bien entretenus qu'une personne puisse voir. Celui-ci ne l'était pas. Il était sombre et sale, les murs couverts de pictogrammes et de symboles étranges. Des histoires d'animaux avaient été clouées au mur de la cuisine, apparemment bourrés et conservés pour éviter la décomposition. Un autre coin de la cuisine était décoré de crânes de ceux que j'imaginais être des chats, les queues coupées. J'étais paralysé par l'apathie quand il m'est venu à l'esprit que certains des dépliants de chats disparus, affichés sur les tableaux d'affichage de la communauté, auraient besoin d'être retirés une fois que nous aurions arrêté la mère et le père de la victime enfant sous la garde de la protection de l'enfance. Les équipes de recherche ont commencé à produire certaines des choses les plus inquiétantes que j'ai jamais vues pendant mon temps dans la police. La première était une paire de langues de vache liées avec du fil et congelées pour former une masse solide de viande entrelacée. Un clou les traversait toutes les deux alors qu'elles étaient encore chaudes et molles. L'équipe de recherche a commencé à vider le réfrigérateur de la maison, produisant une série de petits objets sphériques enveloppés dans du papier d'aluminium. Il y avait des citrons verts coupés en deux et cachant une série de petites notes griffonnées et un message social qui les accompagnait. Une travailleuse assignée à la famille par le conseil local est sortie d'une salle de bain, son visage pâle comme un fantôme, tenant un petit pot en verre contenant une photo de rien de moins qu'elle-même. Elle avait été aspergée et semblait être recouverte de cendres. Un des membres de l'équipe de recherche, un homme d'origine nigériane, naturalisé britannique mais connaissant certaines pratiques occultes d'Afrique de l'Ouest, nous a dit avec un soupir et un regard triste que ce que nous avions trouvé était de la sorcellerie ou du vaudin, la pratique du culte des ancêtres qui croient que les esprits des morts vivent aux côtés du monde des vivants. Chaque famille d'esprits a son propre sacerdoce féminin, parfois héréditaire, transmis de mère en fille de sang. Apparemment, nous avions interrompu le processus par lequel la matriarche de la famille transmettait ses connaissances à la jeune fille. Les langues liées et clouées ensemble étaient une défense contre les menteurs, supposément pour leur voler leur langue de ligne. Les citrons verts contenant des sorts étaient une défense contre les mauvais esprits, les fruits étant censés avoir une influence purgative sur les esprits des morts.
Mais le pot en verre contenant la photo et les cendres était quelque chose de beaucoup plus troublant. La photo avait manifestement été prise à distance, le sujet ne se rendant pas compte que son image était capturée. Les yeux avaient été grattés, une petite coupure placée sur la gorge de la figure, une représentation d'une tombe censée souhaiter la mort de la personne à l'intérieur. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi la travailleuse sociale était si terrifiée, au bord des larmes, par ce que nous considérions tous comme des délires malsains d'abus parental. Maintenant, rien n'est résulté de cette prétendue sorcellerie, sauf le degré de croyance dans les rituels et les pratiques qui restera avec moi pour toujours. La cruauté inimaginable. Je suis officier dans le département de police du comté de Montgomery à Wheaton, Maryland, depuis 18 ans. C'est essentiellement une banlieue de D.C. Nous sommes à seulement 10 miles au nord du bâtiment du Capitole. Cela peut parfois devenir assez fou, mais en général, c'est un bon endroit pour être policier. Nous avons considérablement moins de crimes violents que le voisin College Park, et je me considère comme faisant partie d'une force de police communautaire. Malgré quelques exceptions notables, les gens apprécient les policiers et nous recevons généralement une bonne réponse des citoyens chaque fois que nous répondons aux appels. Mais même dans un endroit assez calme comme Wheaton, nous recevons encore quelques appels de police assez fous. Une famille se battant à coups de poing pendant Thanksgiving, un vagabond utilisant une salle d'exposition de cuisine comme toilette publique, une femme se plaignant d'écureuils envahissants, oui, des écureuils qui n'auraient apparemment pas demandé la permission de piller le chêne de son arrière-cour. Mais je pense que l'appel le plus troublant auquel j'ai répondu s'est produit par une chaude nuit d'été en 2015. Les gens peuvent être cruels les uns envers les autres, cruels et tortueux de manière qui vous laisse parfois assez insensible. Je sais que cela peut sembler insensible, mais les gens méritent parfois ce qui leur arrive. Une fois, j'ai arrêté une femme qui avait poignardé et tué son mari pendant qu'il dormait. Il s'est avéré qu'il la battait et abusait d'elle depuis des années. Quand elle a finalement craqué, personne ne pouvait vraiment la blâmer. Mais la seule chose à laquelle on ne s'habitue jamais, c'est lorsque la victime d'un crime violent est totalement innocente. Un enfant, par exemple, ou dans ce cas, un animal. La nuit du 4 juin semblait presque comme n'importe quelle autre. Je travaillais en 3e quart, donc j'étais de service depuis quelques heures, simplement en patrouille dans les 3 rues principales qui forment le noyau de la communauté de Wheaton. Wheaton est assez calme, mais pendant le 3e quart, c'est lorsque le petit groupe de types louches commence à converger vers la zone des 3 rues. Laissés sans surveillance, ils peuvent causer pas mal de dégâts, vols mineurs ou ivresse publique devant la liquor store locale, mais je n'ai jamais anticipé l'appel qui est arrivé quand mon car touchait aux petites heures du vendredi matin, celui qui a fait bouillir mon sang alors que la voix de mon répartiteur résonnait dans la radio de ma patrouille. C'était un appel à l'intersection des avenues Georgia et Price, disant qu'un grand homme afro-américain participait à un comportement violent lié à la drogue. Nous recevons parfois des appels concernant des adolescents fumant de la marijuana et errant dans les parkings, mais le comportement violent lié à la drogue est quelque chose que nous rencontrons rarement. Cela arrive aussi à être mes appels les moins préférés. Les gens et les drogues ne sont pas rationnels, ils ne peuvent pas communiquer correctement, et surtout, lorsqu'ils voient nos lumières bleues clignotantes et nos grands badges brillants, ils paniquent. Comme vous pouvez l'imaginer, un suspect drogué qui craint pour sa propre vie est extrêmement difficile à gérer. Et à mesure que plus de détails émergeaient, je me suis retrouvé à mettre de côté mes réserves et à courir vers la scène. Il était dit que l'homme était en possession de 2 petits chiens, qu'il était en train d'étrangler, oui, vous avez bien lu, le gars était en train d'étrangler 2 chiots en plein milieu du trottoir. J'ai allumé les sirènes et appuyé sur l'accélérateur en fonçant à travers la ville. Je me souviens d'être tellement en colère, tellement furieux à propos de CE que je venais d'entendre, serrant les dents et agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. En arrivant sur la scène, j'ai vu le gars presque immédiatement. Faites-moi confiance, c'est difficile de manquer un type avec un chiot pitbull dans chaque main, surtout lorsqu'il se tortille de douleur, luttant contre son étreinte de fer sur leur petite gorge. C'est étrange comment les petits détails restent avec vous dans ces situations, alors que l'adrénaline semble brouiller tout le reste dans une soupe de souvenirs. Mais je n'oublierai jamais comment un des chiots avait ce pelage brun clair, presque doré, me rappelant mon chien d'enfance, le grand labrador qui était sans aucun doute mon meilleur ami pendant mes années de formation. J'ai sorti mon taser, criant presque instantanément au suspect de libérer les animaux. Il m'a simplement ignoré, ses muscles se tendant alors qu'il continuait à étrangler les 2 chiots. À ce moment-là,
mes renforts sont arrivés. Mes collègues officiers semblaient aussi furieux que moi en voyant ce qui se passait. Un d'entre eux m'a demandé de ne pas utiliser le taser tout de suite, craignant que le choc ne provoque une réaction musculaire qui ne lâcherait jamais les pauvres chiots. J'ai gardé le dispositif pointé sur lui, alors que d'autres officiers saisissaient les bras du gars, essayant en vain de le forcer à lâcher les animaux. Dieu, la force que cet homme a montrée était absolument terrifiante. Je regardais le type le plus fort de notre département, Hernandez, lutter pour prendre le contrôle d'un seul des bras du gars. Le gars avec les chiots simplement se tendait, rapprochant les chiots de son corps et les serrant dans ses bras, leur petit corps poilu commençant à s'affaisser. Il avait cessé de les étrangler, mais la façon dont il les tenait signifiait que maintenant, il risquait de mourir écrasé. Dans le tumulte, il y avait environ 4 ou 5 policiers derrière le gars à ce moment-là, essayant de lui arracher les chiots sans causer plus de dommages. À mon immense soulagement, le maniaque drogué a en fait lâché un des chiots grâce à un de mes collègues officiers qui a écarté ses énormes doigts du corps du chiot. Un passant a pris le corps apparemment sans vie du chiot brun clair et l'a doucement bercé en s'éloignant de la scène. Nous étions pratiquement en train de supplier le gars de lâcher aussi le chiot noir à ce moment-là, qui n'avait aucune chance de survie. C'était une épreuve si terrible, son petit corps juvénile étant complètement écrasé sous la force de cet homme absolu. Je me souviens avoir pensé que le diable l'emporte et décidé de déployer mon taser. Cela n'a rien fait, absolument rien. J'aurais pu penser que la charge avait frappé un autre suspect sur le sol en se tordant de douleur, il n'avait pas provoqué la moindre réaction chez cet homme. Ce sont des moments comme celui-ci qui vous font vraiment peur. La dernière chose que je veux faire est de tirer sur un suspect pour quelque raison que ce soit. Mais lorsque quelqu'un est tellement drogué qu'il peut résister à un taser, nous nous rapprochons de plus en plus du point où quelqu'un va devoir le neutraliser. Rien que cette idée me rendait malade en y pensant. Comme je l'ai dit, il y avait environ 4 ou 5 policiers sur ce gars, mais même ainsi, nous pensions qu'il était nécessaire d'appeler des renforts supplémentaires. Ce n'est que lorsque 2 autres policiers sont arrivés que nous avons réussi à prendre le contrôle et à lutter le chiot pitbull noir des griffes de ce maniaque avant de l'arrêter et de le traîner vers une voiture de patrouille. Les 2 chiots ont été immédiatement transférés dans une clinique vétérinaire d'urgence située à proximité de Rockville. Les poumons du chiot au pelage couleur cannelle étaient gravement endommagés par l'étreinte mortelle de l'homme drogué, rempli de sang, le faisant vomir, et ses chances de survie étaient minces. Mais après les meilleurs soins que le centre pouvait fournir, les perspectives pour le chiot mâle étaient bien meilleures, et il devrait se rétablir complètement. Le chiot pitbull femelle était en mauvais état, mais il était également attendu qu'elle se rétablisse complètement. James Edward Jones, un résident de Wheaton, a été condamné à 6 mois de prison pour l'horrible démonstration de cruauté qu'il avait montrée cette nuit-là. Au tribunal, Jones a expliqué qu'il regrettait profondément ce qui s'était passé, arguant qu'il n'avait pas l'intention de blesser intentionnellement les chiots cette nuit-là. Son avocat a affirmé que Jones n'avait pas consommé ce qu'il croyait être de la marijuana, mais du K2, un narcotique synthétique avec des effets similaires au PCP. Malgré cela, le juge président a estimé que ces raisons ne justifiaient pas l'attaque violente et l'a condamné à la peine maximale en vertu d'un accord de plaidoyer, 6 mois de prison et 5 ans de probation. Il ne lui reste plus que 2 ans de probation. Les chiots, Mia et Chance, ont eu une rare seconde chance pour une vie heureuse et en bonne santé. Ma femme et moi avons décidé d'adopter Chance, le chiot au pelage couleur cannelle, qui vit maintenant avec nous dans notre petite maison familiale. Il est devenu une partie essentielle de notre famille et chaque jour, nous remercions pour la bénédiction que nous avons reçue. L'appel du désespoir. J'ai travaillé comme opérateur du 911 pendant près de 11 ans. Pendant ce temps, j'ai reçu des appels de toutes sortes de personnes, des citoyens préoccupés aux victimes terrifiées de crimes graves. J'ai passé beaucoup de temps à compartimenter les appels les plus déchirants, laissant aller la douleur et la souffrance que j'absorbais comme une éponge. Pendant les années que j'ai passées assis devant un ordinateur, j'ai eu de nombreuses nuits d'insomnie et d'innombrables visites chez des thérapeutes désignés par l'État. Mais un seul appel d'urgence me hante réellement, un que je n'ai jamais pu secouer ou repousser au fond de mon esprit. J'ai une copie des transcriptions de l'appel, donc je me référerai à ma copie pour m'assurer que mes souvenirs des événements sont aussi précis que possible. Voici l'histoire de Ashland Jane Doe.
Travaillant dans plus de 6000 centres d'appel à travers le pays, les opérateurs du 911 forment le lien vital entre les personnes qui appellent et les équipes de réponse d'urgence qui les aident. Grâce à une gestion et une évaluation efficaces, nous réduisons les temps de réponse et aidons à sauver des vies. C'est cette idée qui m'a conduit à cette carrière en premier lieu. Je n'ai jamais été particulièrement athlétique, donc une carrière dans les forces de l'ordre ou dans l'armée n'a jamais vraiment été dans mes plans, ce qui m'a toujours dérangé. J'ai grandi intensément idéaliste et j'ai toujours voulu une carrière où je pourrais aider les gens à faire du monde un endroit meilleur. Alors, quand j'ai découvert que je pouvais postuler pour devenir opérateur du 911 et jouer un rôle dans un service public si vital, j'ai sauté sur l'occasion. On nous a dit que le travail n'était pas pour tout le monde, qu'il pourrait avoir un coût psychologique grave pour ceux qui se portèrent volontaires. Je sais que cela peut sembler fou, mais cela le rendait encore plus attrayant. Après tout, c'était un service public, le service étant le mot-clé. Cela serait difficile, frustrant, même déprimant parfois, mais je rendrais un grand service en aidant mes concitoyens américains, souvent pendant les moments les plus sombres et les plus effrayants de leur vie. Je dois également ajouter qu'une formation spécialisée est requise pour être un répartiteur de police. Recevoir des appels généraux ou même être un répartiteur de services médicaux d'urgence est un travail difficile, mais être un répartiteur de police est supérieur, et nous le savions tous. Seuls les candidats les plus intelligents, les plus déterminés et les plus volontaires se voyaient attribuer des rôles en tant que répartiteur de police. Donc, naturellement, j'étais très heureux lorsque j'ai passé l'examen de sélection et qu'on m'a offert une place dans le cours de formation. J'étais un membre assez expérimenté des répartiteurs de police quand l'appel d'Ashland Jane Doe est arrivé, à peine quelques heures après le début de mon quart de travail. Je venais de revenir de la salle de pause avec une tasse de café noir fort pour me soutenir toute la nuit. Je semblais toujours dire une petite prière chaque fois qu'un appel arrivait, en espérant que ce ne soit rien de trop sérieux, rien de trop dérangeant. Mais dès que j'ai entendu la voix de la fille, j'ai su que ce serait mauvais. Vous voyez, les cris sont mauvais, on peut à peine les entendre, ils sont incohérents et il faut passer les 5 premières minutes de l'appel à les faire respirer suffisamment pour qu'ils puissent communiquer. Mais le pire, de loin, ce sont les chuchotements, ce que les répartiteurs appellent les chuchotements. Les chuchoteurs appellent quand ceux qui les met en danger est tout près. Les chuchoteurs appellent parce qu'ils sont en grave danger imminent. 911, quelle est l'adresse de votre urgence ? Ai-je demandé, car l'appel avait déjà été pris en charge par un opérateur général qui me l'avait transféré une fois qu'il avait établi que l'appelant avait besoin de la police. Juste en face de la laverie de la 4e rue. Il y a eu une petite pause avant que la fille ne murmure. Le fait qu'elle ne sache pas exactement où elle se trouvait m'a donné une terrible sensation de malheur. Cela allait être difficile. « Quel est le problème ?» ai-je demandé, essayant de paraître aussi décontracté que possible. Les jeunes appelants semblent répondre mieux de cette manière. « On m'a kidnappé. » La façon dont elle parlait, si calme et si naturelle, était effrayante. Il n'y avait pas d'espoir dans la voix de la fille, même si elle était maintenant si proche du sauvetage. « Es-tu à la laverie ?» ai-je demandé en consultant une carte de la zone. Elle se trouvait en plein centre d'Ashland, entourée par un district commercial et résidentiel. Elle n'était pas retenue dans une grange au milieu de nulle part. Bien que perturbé, je me suis rassuré en pensant que CE serait un sauvetage facile. Non, je suis dans la maison avec lui. Le mot « lui » résonnait dans mon crâne. Elle était dans la maison avec lui. Sais-tu de quelle couleur est la maison ? J'ai essayé de changer légèrement de sujet pour obtenir plus d'informations, bien sûr, mais aussi pour essayer de garder la fille calme, de garder son esprit occupé. Non, fut tout ce qu'elle a dit. C'était un problème, un gros problème. La police ne pouvait pas simplement enfoncer la porte de chaque appartement ou maison en face de la laverie de la 4e rue. Avant que je puisse la presser pour plus de détails, elle a parlé de nouveau. « S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Mon rythme cardiaque a commencé à s'accélérer à ce moment-là. Elle était évidemment en danger, peut-être en danger extrême. Je devais rester professionnel et continuer mon évaluation de la situation. « A-t-il une arme ?» ai-je demandé, me préparant déjà à envoyer une ordonnance de recherche pour rassembler les officiers nécessaires pour un sauvetage. « Il a un taser !» Elle a baissé la voix encore plus en parlant, mais ne semblait toujours pas submergée par la peur. J'ai envisagé un instant que la personne qui la retenait pourrait l'avoir droguée pour la garder sédatée. « Es-tu blessé ?» « Un peu. » Son chuchotement était troublant. À ce moment-là,
Cela sonnait comme si cela l'avait rendue à moitié folle par la terrible expérience. « Y a-t-il un moyen pour toi de sortir du bâtiment ?»« Je ne sais pas, sans le réveiller. J'ai peur. » Elle était paralysée par la peur. « Y a-t-il une salle de bain dans la maison ?» Je me souviens que ma voix s'est brisée. J'avais tellement peur pour cette pauvre fille. Je voulais tellement qu'elle laisse tomber le téléphone et court pour sa vie. Sa chambre est verrouillée. Il l'a verrouillée. Alors qui ferait du bruit? Il me ferait du mal. Je n'avais jamais été aussi tendu, pas pendant tout mon temps en tant que répartiteur. Oui, il m'avait attaché. Es-tu attaché maintenant? Non, je me suis libéré. C'est ma fille, me suis-je souvenu avoir pensé. Elle était une battante, une survivante. Oh, dit-elle soudainement. Je pense que je l'ai réveillée. Je pense que je l'ai réveillée. Je dois poser le téléphone. Mon cœur était dans ma bouche à ce moment-là. Il y eut un silence, ce qui semblait être des minutes de silence ininterrompu alors que j'attendais presque que les cris commencent. Finalement, je me suis forcé à dire quelque chose à travers la ligne téléphonique silencieuse. « Es-tu toujours là? Combien de temps encore ?» C'est tout ce qu'elle m'a demandé. Cela m'a brisé le cœur. Je ne savais pas. Je ne savais tout simplement pas. Je l'ai gardée en ligne pendant que j'envoyais immédiatement des officiers à la laverie. Heureusement, il n'y avait que 2 maisons juste en face de l'endroit et le reste était un complexe industriel. Je ne peux pas exprimer à quel point je me suis senti soulagé quand j'ai finalement entendu les voix des officiers de police qui avaient pénétré dans la maison du kidnappeur et étaient en train de libérer la pauvre fille de sa captivité. « Montrez vos mains, levez les mains maintenant, faites-le !» ai-je entendu un d'eux crier. Je me suis retenu de pleurer en sachant que cette pauvre jeune fille était enfin en sécurité. Elle était également en danger lorsqu'ils ont trouvé les corps de 2 autres jeunes femmes qui avaient disparu dans les mois précédant l'appel critique du 911. Jane Doe est appelée ainsi parce que son identité ne peut être révélée, procédure standard pour toutes les victimes d'agression. Son ravisseur, Sean Michael Great, a été reconnu coupable d'avoir assassiné Stacy Stanley et Elizabeth Griffith et a ensuite été condamné à mort pour ces crimes. Pendant le procès, il a affirmé que bien qu'il ait tué auparavant, il n'avait pas l'intention de tuer Jane Doe et qu'il avait en fait l'intention de l'épouser. C'est ce qui me fait vraiment réfléchir à la vie brutale et potentiellement courte que cette pauvre fille aurait fini par vivre comme la fiancée involontaire d'un tel psychopathe insensible. Où serait-elle si elle ne s'était pas libérée de ses liens, n'avait pas trouvé le téléphone et appelé pour demander son propre sauvetage cette nuit fatidique de printemps?